Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour un nouveau webinaire du BGE Club. Donc, le BGE Club, c'est quoi? C'est un club d'entrepreneurs, de personnes accompagnées, conseillées et formées par BGE Paris. L'objectif, c'est de continuer à créer du lien avec vous à distance, mais aussi lors d'événements physiques. Donc, aujourd'hui, on accueille Frédéric Dalteriti qui va vous parler de l'entrepreneuriat engagé, de ses opportunités, de ses financements possibles et notamment de l'agrément ESUS et du statut de l'ESS. Donc l'objectif, donc comme vous voyez, il y a pas d'autres caméras. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait quand même de l'interaction entre nous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous avez un onglet en bas de votre écran qui s'appelle Q et R. C'est un onglet très important. Vous pouvez nous poser des questions. Frédéric y répondra tout au long de la présentation. On aura également un temps d'échange à la fin et vous pouvez aussi utiliser l'onglet Converser pour échanger de façon informelle, soit entre vous, soit avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas. L'objectif, c'est que vous ressortiez plutôt grandi de ce webinaire, que vous ayez un maximum d'informations et surtout qu'on ait répondu à un maximum de vos questions. Donc, je vous laisse la parole, Frédéric, et j'en profite pour vous remercier sincèrement à vous et au cabinet parce que vraiment, on a énormément de chance que vous donniez de votre temps et de votre expertise et que vous la partagez parce que c'est vraiment des sujets assez pointus qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous en prie, Bonjour à Frédéric. tous pardon Chloé, je vous ai pas laissé terminer. Non, Donc, non, c'est bonjour à parfait. tous et puis merci de participer à ce webinaire organisé par le Club BGE et par Chloé. Donc, rapidement, quelques mots sur le cabinet. Alteréthique, hein, on a un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil implanté en région parisienne et en Île-de-France avec un domaine de spécialisation qui est l'économie sociale et solidaire. On a rejoint le groupe SFC au dernier trimestre de l'année 2000, une entité spécialisée d'une ETI, de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil. Donc, pour ma part, moi, je suis consultant chez Alterytic depuis 5 ans. J'ai un parcours divers et varié. J'ai été 7 fois chef d'entreprise, président, vice-président d'association, cadre dans des PME. J'étais également administrateur public pour l'État français dans l'océan Indien. Voilà pour le parcours. Frédéric, on vous entend pas très bien, apparemment, nous dit Delphine. Euh, Alors, je vais essayer de monter le son un super. peu. Ça, Euh, c'est nickel là. voilà, c'est parfait. Donc, je vais monter un petit peu le son. Du coup, le webinaire auquel on vous propose de participer, on l'a intitulé Entreprise et ESS, un périmètre en mouvement. D'une part, parce que ça fait écho à un article qui a été rédigé par le président du cabinet qui s'appelle Cédric Lavédrine et qui a été publié dans Juris Association et qui évoquait la convergence entre le modèle entrepreneurial et le modèle plutôt non lucratif, plutôt non marchand, puisque le constat, c'est qu'aujourd'hui, ces deux univers se rapprochent et trouvent des points de convergence. Et le label ESUS est un de ces points de convergence, un des points sur lesquels l'entreprise classique fait un pas vers l'économie sociale et solidaire. Alors, en fait, je vais vous présenter un petit peu le webinaire. On l'a structuré en 5 parties. Il y a une première partie introductive dans laquelle on va essayer de brosser la tendance actuelle et puis les concepts associés à l'utilité sociale des entreprises. Ensuite, on verra ce que ça signifie d'être une entreprise qui appartient à l'économie sociale et solidaire. C'est le point de passage obligé avant de pouvoir prétendre au label ESUS, pour lequel il faut répondre à un certain nombre de critères, ce qu'on verra dans la partie 4, et on finira par des aspects plus formels, comment on dépose un dossier de demande. Et on conclura par en fait l'étape liminaire avant de s'engager dans cette démarche en tant que porteur de projet ou chef d'entreprise. Quelles sont les questions que je dois me poser pour être certain que c'est pertinent et que ça correspond à la stratégie de développement
mon entreprise et que je vais peut-être aussi pouvoir engager mes équipes dans cette voie-là. Alors, on a trop souvent opposé les entreprises classiques et le monde, entre guillemets, non lucratif, porteur de projets collectifs, de projets d'utilité sociale ou d'intérêt général, avec évidemment cette économie capitaliste où il y aurait des entrepreneurs qui ne seraient mus que par le profit et le partage des dividendes aux actionnaires. Donc c'est une vision un petit peu caricaturale. Et même si vous trouverez dans l'économie toujours des exemples qui permettent de conforter cette vision-là, en fait, la réalité aujourd'hui est beaucoup plus nuancée. Selon que vous soyez une multinationale, une ETI, une TPE-PME ou une ONG internationale qui a un budget qui dépasse le milliard d'euros, qui va fonctionner comme une multinationale, en fait, la réalité est beaucoup plus nuancée. Ah, j'ai un problème avec mon oreillette qui s'en va. Alors, un petit rappel historique, parce que cette notion de responsabilité, enfin d'utilité sociale et de responsabilité sociale au niveau de l'entreprise, elle a une origine assez lointaine, et c'est pas forcément une information ou quelque chose que l'on connaît. La première fois qu'on va entendre parler de responsabilité sociale de l'entreprise, c'est en 1953 aux États-Unis avec un monsieur qui s'appelle Howard Bowen et qui va publier un livre dans lequel il va défendre l'idée que l'entreprise a une mission morale, qu'elle est comptable du bien-être des employés, de leur famille et même de la société tout entière. Dans les années 70, ça va être une prise en compte mondiale, c'est-à-dire qu'on va, au niveau de l'ONU, aller vers la notion qu'on connaît comme le développement durable et qui est là évidemment quelque chose qui ajoute la dimension environnementale à la dimension sociétale pour une croissance pour envisager la croissance à long terme économique. Pour les gens dans les années 70 à l'ONU, il ne peut pas y avoir de développement durable sans une gestion commune des ressources naturelles, sans une économie équitable, inclusive, attentive à l'environnement. Donc ces projets macroéconomiques et à l'échelle mondiale, ça suppose évidemment une volonté partagée des nations, un plan d'action concerté, et cette transformation sociétale, selon eux, à engager, elle peut se faire avec tous et surtout la participation des entreprises. Donc de cette genèse dans les années 50 à la prise en compte macroéconomique, on va arriver vers concrètement ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui en France va se développer dans les années 2000, où le législateur, avec la loi NRE en 2001, va imposer aux sociétés du CAC 40 ce qu'on appelle un rapport RSE, dans lequel il va devoir exposer ses actions en matière de responsabilité sociale. Donc il y a plusieurs... Excusez-moi, Frédéric, il y a un petit souci avec l'audio. Apparemment, on a plusieurs retours. Est-ce que vous avez la possibilité de rapprocher peut-être le micro? Ouais, je vais peut-être rapprocher le micro. Ouais, désolé pour ces petits soucis techniques. Non, pas de souci. Si je le tiens là, est-ce que c'est correct? Alors, pour ceux qui nous ont signalé ceci, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, dit Elsa. Super, merci. C'est bien mieux. Ok, super. Ok, Merci c'est bien beaucoup. mieux, parfait. Voilà, donc on en était au développement à la prise en compte macro qui donne naissance à la RSE en France, le législateur qui commence à imposer aux grosses entreprises de publier un petit peu, de montrer patte blanche et de dire un peu ce qu'ils font en la matière. Aujourd'hui, il y a deux définitions de la RSE, celle de la norme ISO 26000
ou celle de l'Union européenne, qui est celle reprise par la France, hein. Et de toute façon, les critères, ils sont à peu près les mêmes. C'est que ça doit englober l'impact de l'entreprise sur la société en matière sociale, en matière environnementale, en matière de droits de l'homme, en matière d'impact sur le consommateur et évidemment aussi sur le développement local. Alors, il y a une obligation pour les sociétés cotées. Donc, on est sur des volumes de chiffre d'affaires qui peuvent faire rêver certains euh, ou pas, mais il faut voilà, avoir un effectif de plus de 500 salariés, des bilans supérieurs à 20 millions ou d'un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions pour les sociétés cotées. Pour les sociétés non cotées, on est toujours sur la limite des 500 employés et on est plutôt à 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, avec tout ça, on n'a pas encore impliqué les TPE-PME qui sont quand même le cœur du tissu économique français, hein. C'est plus de 80% du tissu économique français. Et ils ont évidemment un rôle important à jouer dans cette transformation sociétale et dans cette prise en compte de l'impact social dans la croissance économique. Et c'est ce qui va donner naissance à la loi Pacte, hein. Il y a eu un rapport en 2017 de la Fondation Schuman qui pointait deux choses. Elle pointait d'une part l'usage de cette RSE comme un argument marketing par certaines sociétés, beaucoup d'acteurs qui faisaient du greenwashing ou du social washing, c'est-à-dire ils l'affichaient, mais en réalité, quand on creusait un peu leurs pratiques, on se rendait compte que c'était vraiment que du marketing. L'autre point du rapport, c'était que il y avait une faible implication, non pas qu'elle le voulait pas, mais il n'y avait pas forcément de dispositifs à la portée des TPE et PME pour les engager elles aussi dans cette responsabilité sociale. Donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le rapport RSE, qui est devenu aujourd'hui le document de performance extra-financière depuis l'ordonnance de 2017, on peut aussi y aller sur une base volontaire, mais pour une TPE, PME, enfin, c'est pas forcément simple de produire ce type de document. Du coup, on a un projet de loi qui est le projet de loi Pacte, hein, la loi du 22 mai 2019, qui va faire naître trois nouveaux sujets. C'est la notion d'intérêt social associée à une reconnaissance de la responsabilité sociale de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise et la société à mission. Alors, donc certains y voient un frémissement encourageant pour les TPE, PME, d'autres restent un petit peu sur leur faim. Donc, on va essayer de comprendre un peu pourquoi les avis sont mitigés sur ces notions-là. Pour ma part, je n'ai pas de jugement. Chacun se fait son propre avis. Bah, la difficulté, en fait, c'est l'absence de définition claire et précise qui fait qu'on sache exactement, ou quand on est entrepreneur, qu'on sache exactement ce qui nous incombe et comment évoluer vers ce champ-là. Puisque cette notion d'intérêt social, même au stade du projet, les gens reconnaissaient qu'il n'y avait pas de définition stabilisée, ils n'étaient pas capables de définir en deux phrases que c'est que l'intérêt social d'une société, et ils laissaient le choix à la jurisprudence de définir la signification. Les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et de fait, lorsqu'ils ont demandé l'ajout à l'article 1300 du Code civil, on n'a pas précisé concrètement quelles sont les obligations qui résultent de cette prise en considération. Donc, intérêt social, ok, mais bon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation de résultat et à la limite une obligation de moyens. Enfin, toujours est-il que ça reste très 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 flou. La raison d'être, c'est pas mieux, hein. Elle a été définie comme étant constituée de principes dont la société se dote pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Voilà, donc le constat, c'est que ça laisse perplexe à un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui, en plus, là encore, ne sont pas tenus de l'intégrer dans leur statut. C'est toujours possible, mais sur une base volontaire. Donc, dans les statuts de vos sociétés, pour ceux qui sont déjà immatriculés,
vous pouvez rajouter dans l'objet social une raison d'être. C'est pour ça que certains ont parlé, les optimistes, ceux qui voient le verre à moitié plein, ont parlé de premier pas, les pessimistes d'un manque de courage, à la fois pour l'intérêt social et la raison d'être. C'est qu'on n'a pas voulu cadrer un petit peu mieux les choses et du coup, peut-être qu'on perd un petit peu de volonté d'engagement de la part des TPE, PME. Pour l'entreprise à mission, les choses ont été un peu plus bordées, puisqu'on a parlé d'un statut juridique pour les entreprises qui étaient désireuses d'intégrer des objectifs sociaux et environnementaux dans leur objet social. Et sous réserve de répondre aux deux critères suivants, donc d'avoir une raison d'être, d'inscrire une raison d'être dans les statuts, donc il faut déjà l'avoir définie, cette raison d'être, et puis de mettre en place un organe social distinct des organes sociaux obligatoires, donc essentiellement le CSE aujourd'hui, destiné à veiller à la bonne application de cette mission. Et ça, c'est déjà un premier pas vers l'économie sociale et solidaire, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Le jour même de l'adoption du texte, il y a eu une tribune, un certain nombre de gens fameux, d'associations, de syndicats d'entreprises, de l'économie sociale et solidaire et d'investisseurs même qui parlaient d'une fausse bonne idée parce que ce statut d'entreprise à mission n'était pas non plus complètement défini et ça ressemblait, enfin les mots, les adjectifs qu'on retrouvait dans la tribune, c'était inutile, risque de confusion, argument affaiblissement de la prise en compte de la RSE. Donc sur ces nouvelles notions de la loi Pacte, on dirait un bilan mitigé au moment de l'adoption de la loi. Aujourd'hui, la raison d'être, il y a un certain nombre de gens qui s'en préoccupent, notamment les grandes sociétés qui réfléchissent réellement à ce que pourrait être la raison d'être pour eux. Ah, Frédéric, on a une question. Oui. Je ne comprends pas l'existence d'une raison d'être. Toute entreprise a une raison d'être de base. Elle en a une de fait, effectivement, mais elle n'est pas formalisée. C'est-à-dire que là, ce qui est demandé, c'est qu'on l'acte, c'est qu'on dise, OK, quelle est votre raison d'être? Inscrivez-la dans le marbre, gravez-la dans vos statuts. Quelque part, ça vous donnera peut-être plus d'obligations, puisque c'est quelque chose que vous allez que vous allez mettre dans statut. C'est ça, vous avez tout à fait raison. Elles ont, et on y viendra à la fin de la présentation, parce qu'on terminera par ça. Toute entreprise a une mission et une raison d'être, sauf qu'elle n'est pas formalisée. Justement, Elsa nous demande un exemple concret, par exemple, de raison d'être et justement du coup d'application, enfin de moyens qu'on se donne en fonction de cette raison d'être. Mais en fait, c'est la problématique de la loi, c'est que chacun peut mettre ce qu'il veut dans la raison d'être et chacun peut décider des moyens qui l'affectent. Donc c'est vraiment, alors c'est peut-être bien, on n'a peut-être pas assez de recul encore sur ces nouveautés, sur ces innovations législatives et qu'avant de trancher d'un côté ou l'autre, il faut attendre un peu de voir comment les entreprises s'approprient ces concepts, qu'est-ce qu'elles en font et qu'est-ce qu'elles mettent concrètement derrière au quotidien, parce qu'à partir du moment où on est libre, on peut évidemment s'astreindre à un certain nombre de choses. Voilà, donc peut-être qu'il faut faire confiance aussi aux chefs d'entreprise et les laisser s'approprier et décider de ce que eux veulent mettre en œuvre dans ce cadre-là. Super, merci. Voilà, donc là, on vient de voir que l'entreprise bouge depuis les années 50, en passant par l'ONU, le développement durable, la RSE, et aujourd'hui la loi Pacte. Si on peut prendre l'image d'une plaque tectonique, elle est en train de glisser vers l'impact social. De l'autre côté, le périmètre historique de l'ESS, il s'est constitué autour de 4 statuts juridiques qui sont le statut associatif, la fondation, les mutuelles ou les coopératives. Et même si à l'origine, on est dans ce qu'on appelle le secteur non marchand et le monde non lucratif, il y a un certain nombre d'activités qui sont pas réellement dans cette logique-là, mais qui sont pas non plus dans des logiques purement capitalistiques ou d'économie habituelle.
Donc, de fait, et surtout dans le secteur associatif, il y a une évolution qui est marquée, qui est l'hybridation du modèle, c'est qu'on a une baisse euh, enfin, soutenue, enfin, c'est vraiment une tendance du secteur, du financement public, de la subvention. Et le secteur associatif, pour survivre, il a été obligé de monétiser ses compétences, de monétiser ses savoir-faire et d'essayer de trouver des ressources propres, donc du chiffre d'affaires. Hein, c'est pas dans le monde associatif, ce n'était pas forcément un mot qu'ils avaient l'habitude d'employer, mais de vendre ce qu'ils savent faire et donc de se retrouver dans l'économie concurrentielle. Pour certains d'entre vous qui avaient des entreprises sur les marchés sur lesquels vous évoluez, vous êtes peut-être en concurrence maintenant avec des associations, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Du coup, l'ESS évolue aussi. Il y avait une grande loi de cadrage en 2014 qui, de cette origine purement non lucrative, a considéré qu'on pouvait être aussi social et solidaire en étant entrepreneur et en mettant en avant l'impact social de l'activité, indépendamment du statut juridique, donc de dépasser le statut de l'association, de la fondation ou de la mutuelle. Bon, la coopérative, c'est encore un peu à part, puisque la première couche d'une coopérative, c'est de toute façon une société commerciale, pour accueillir en son sein une entreprise. De toute façon, au niveau européen, une association, c'est une entreprise, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de différenciation au niveau de l'Europe. Donc voilà, donc on a ces deux plaques qui glissent les unes vers les autres. Et du coup, bon, potentiellement, il y a des risques de confusion, mais voilà, les choses, je pense qu'avec le temps qui passe, les choses vont s'équilibrer et se stabiliser d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut être? Qu'est-ce que ça veut dire être entreprise de l'ESS, hein, puisque ça, c'est une des avancées de la loi du 31 juillet 2014, c'est que l'économie sociale et solidaire a été ouverte aux entreprises sous réserve que les personnes morales de droit privé remplissent les conditions cumulatives suivantes, c'est-à-dire qu'elles ont un but social autre que le seul partage des bénéfices, qu'elles ont une gouvernance démocratique et une gestion conforme aux principes de l'ESS, donc des bénéfices au minimum réinvestis au minimum 50% réinvestis dans le projet, que ce soit dans le maintien ou le développement, et des réserves impartageables. On va revenir un petit peu en détail sur chaque item. Un but social. Et donc là, c'est là où on voit l'évolution, hein, puisqu'à l'origine, les sociétés commerciales, l'objet, c'est le partage des bénéfices. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans l'article 1832 du Code civil. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc ça, c'est l'origine. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, si je veux intégrer l'utilité sociale au cœur de mon projet, je vais être et répondre à l'article 2 de la loi OSS, je vais être obligé de modifier mes statuts. Et donc là il commence à y avoir un premier point de convergence avec la loi Pacte, hein, qui parle d'utilité sociale. Et donc, pratiquement pour une entreprise qui veut adhérer aux règles de l'économie sociale et solidaire, elle va devoir modifier son objet social et rajouter un objectif qui pourra être de soutenir des personnes en situation de fragilité, de lutter contre les inégalités et les exclusions, de préserver du lien social, ou encore de renforcer la cohésion territoriale. Elle ne sera pas obligée d'avoir que cet objet, mais cet objet devra être prédominant dans ces statuts. La gouvernance démocratique. Traditionnellement, dans les entreprises, le pouvoir est lié au pourcentage de détention de capital. Alors, il y a des variations, des modulations. Selon le statut juridique, il y a des actions A, B, droit de vote, moins de droit de vote. Donc, on est capable de moduler ça, de contenir les velléités de chacun avec des pactes d'actionnaires. Enfin, donc, et vous connaissez ça certainement très bien. Ceci étant,
la loi SS demande une gouvernance démocratique. Donc là encore, concrètement, ça va se traduire d'abord par des modifications statutaires et après par une application sur le terrain, de la même façon qu'on ne peut pas juste modifier un objet social statutairement et puis pas le mettre, pas l'exploiter derrière sur le terrain au quotidien. Donc là, il y a plusieurs façons d'arriver à une gouvernance démocratique dans une entreprise et on doit le graver dans le marbre, donc l'écrire dans les statuts. C'est qu'on peut ouvrir le CA à des salariés, à des représentants des parties prenantes, des usagers qui sont pas du tout actionnaires, mais qu'on va inviter au CA et qui vont avoir un mot à dire, même si c'est pas un vote délibératif, mais au moins un vote consultatif. On peut prévoir un droit d'information. On peut prévoir un comité du respect des engagements de l'appartenance à l'ESS. Là aussi, ça peut être une fonction consultative, mais ça doit simplement être marqué dans les statuts. Et puis après, il faut le faire vivre au quotidien. Et là encore, on se rapproche assez de ce qu'on peut de ce qu'on retrouve dans le monde associatif où on a souvent des organes externes qui participent à la gouvernance globale du projet. Et le troisième critère, là, on est sur des... Frédéric, on a une Oui, question. oui. Excusez-moi. Quand on est indépendant dans le conseil RSE, avec des actions de bénévolat, est-ce que c'est possible d'être une société à mission? Est-ce que c'est pas le propre d'une société à mission, c'est qu'il faut être reconnu c'est-à-dire qu'il faut avoir un statut de société commerciale. Donc il faut déjà, enfin tout dépend sur quel statut c'est exercé. Mais ce que je comprends moi, c'est que c'est un entrepreneur individuel ou un auto-entrepreneur. De fait, a priori, on n'est pas dans un statut commercial, et donc on ne pourra pas inscrire dans des statuts une raison d'être, Alors puisqu'on là, n'a pas c'est une SASU. une SASU. Une SASU, ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc là, on pourra tout à fait être en prise d'admission, puisqu'on pourra inscrire une raison d'être dans l'objet social de la société. Et derrière, on pourra accorder des moyens. D'accord. Donc, ouais, les actions de bénévolat. Et on a une autre question. Où pouvons-nous trouver une liste des engagements démocratiques possibles? Alors, il y a pas, là encore, on est enfin, c'est à chacun de voir. Ce qu'il faut, faut que ça soit démocratique. Donc, je vous ai cité, je vais revenir, je vous ai cité plusieurs façons de faire. Il n'y a pas de liste qui existe, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et nous, typiquement, quand on fait des statuts de société, quand il y a des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui nous disent, nous, on veut aller vers l'agrément ESUS, etc. Donc, dans les statuts, on prévoit déjà à ce stade-là un certain nombre de mentions, et c'est typiquement les trois types de principes démocratiques qu'on rédige dans les statuts pour qu'après ils puissent le faire vivre et, être en conformité avec l'engagement. Parce que cette adhésion au principe de l'ESS, on le trouve déjà au niveau de l'immatriculation, parce que comme vous allez remplir le formulaire M2, vous avez une petite croix que vous pouvez cocher qui dit que l'entreprise adhère au principe de l'ESS. Et donc, de fait, derrière, quand vous allez vous engager dans une labellisation ESUS, on va vous demander une copie des statuts et on va vérifier que les clauses y sont. Donc, c'est pour ça qu'il faut, mais c'est libre à vous, en fait, cette notion de gouvernance démocratique. Il faut que ça soit démocratique et c'est-à-dire qu'en fait, il faut donner la possibilité de participer aux décisions en dehors de la détention du capital. Donc, il faut la décorréler de la détention du capital et du nombre de parts qu'on détient ou de la nature des actions qu'on détient. Donc, dès que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, on peut considérer qu'on a une gouvernance qui est démocratique. Alors, elle le sera plus ou moins. Donc, alors la question, mais je pense que vous y avez répondu, c'est est-ce qu'il faut en mettre plusieurs ou un seul? En fait, enfin, il y a pas de, on n'a pas plus de chances d'avoir l'agrément ESUS derrière si on en met plus. Non, il faut juste le dire. Ça peut être c'est juste une information. Enfin voilà, donc c'est quelques lignes à rajouter. Et donc là, on va cocher la case gouvernance démocratique.
Pour la case, la gestion conforme à l'ESS, là, on est sur des critères financiers. C'est que le résultat, les bénéfices, on va être obligé de les affecter d'une certaine façon. Il y a au moins 50%, donc c'est le minimum des bénéfices de l'exercice qu'on va devoir affecter aux réserves obligatoires, hein, 20% au minimum partageable, aux réserves légales, statutaires ou aux repas bénéficiaires. Et ça aussi, ça doit être marqué dans les statuts, puisqu'on viendra le vérifier quand vous ferez une demande d'agrément. Donc, cette notion d'impartageabilité et de non-distribution des réserves obligatoires constituées, il y a une obligation en plus, c'est l'interdiction pour la société d'amortir le capital ou de procéder à une réduction du capital non motivée par des déficits. Donc, cette notion d'amortissement du capital, pour être plus clair, parce que ça ne parle pas forcément à quelqu'un, c'est le fait de rembourser les actionnaires au nominal. Voilà, donc la société est en difficulté, il lui reste un petit peu d'argent avant la liquidation judiciaire, je rembourse les actionnaires au nominal, donc ils n'auront au moins pas tout perdu, ils ont récupéré leur bille de départ. Alors, il n'y a pas forcément la liquidation judiciaire derrière, hein, je noircis le tableau, mais voilà, donc là on est dans une logique d'amortissement du capital. Peut-être expliquer, Frédéric, qu'est-ce que aussi mettre en réserve légale ou statutaire pour justement Je vais, vulgariser ces termes-là. Ouais, il faut le virer sur mon compte, je vais vous envoyer un RIB. En fait, oui, là on est typiquement dans de la technique comptable et financière. Hein. C'est qu'en fin d'année, quand vous allez voir votre cabinet d'expertise comptable, le bénéfice, si vous faites un bénéfice de 100, il va y avoir 50. C'est comme une tirelire. Hein. Enfin, voilà, vous mettez 50 dans la tirelire. Qui vont renforcer vos fonds propres, l'actif, enfin voilà, la capacité de l'entreprise à se développer, ça va consolider ses bases. La réserve légale, c'est une obligation, comme le mot le dit bien, c'est légal, c'est que la loi vous oblige à constituer, à mettre 5% du bénéfice dans le capital social, hein, donc jusqu'à un certain seuil, et puis après, ça passe dans d'autres réserves. Dans les réserves statutaires, c'est qu'on peut prévoir, par exemple, notamment, on le voit beaucoup dans le monde coopératif, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent une réserve de développement, ils appellent ça un fonds de développement, et donc il y a une partie du bénéfice, ils disent, nous, on met 20 dans ce fonds de développement et d'investissement, hein, de FDI, et donc c'est statutaire parce que c'est pas une réserve obligatoire, mais la communauté des actionnaires a décidé dans les statuts que c'est comme ça que serait partagé le bénéfice. Et on a une autre question. Quand on est indépendant, alors je pense que indépendant veut dire dans ce sens-là, quand on est en entreprise individuelle, donc micro-entrepreneur, entreprise individuelle au réel, on ne peut pas avoir l'agrément ESUS. Non, il C'est faut la être, question. oui, il faut être en statut. C'est vraiment un statut de société commerciale. Donc, quel que soit le statut, donc URL, SARL, SAS, SASU, on peut dire qu'on peut être unipersonnel, mais il faut être en société commerciale. Parce que sinon, on n'est pas capable de fournir des statuts et qu'une partie de l'analyse de la directe, hein, qui va délivrer l'agrément, va se baser aussi sur la copie des statuts que vous fournissez, de la même façon qu'il faudra présenter des comptes annuels et que quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas d'obligation d'établir un bilan et un compte de résultat. Donc, il y a des documents que vous ne pourrez pas présenter, ce qui fait que vous êtes exclu de fait de ce label. Merci beaucoup, Voilà. Frédéric. Donc en fait, on voit ce que c'est que d'être une entreprise qui appartient à l'ESS. Donc, c'est la première étape, hein, c'est le premier étage de la fusée. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas une entreprise qui appartient à l'économie ou reconnue comme appartenant à l'économie sociale et solidaire, vous ne pouvez pas prétendre au label ESUS. C'est quelque chose en deux étages. Donc, vous pouvez être entreprise de l'économie sociale et solidaire et ne jamais demander le label ESUS. Le label ESUS, c'est un plus, la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance officielle, mais c'est pas obligatoire. Vous prenez la décision de le demander ou pas. Vous pouvez vous contenter
Parce que qui dit label ESUS dit des contraintes complémentaires. Vous pouvez vous contenter des trois qu'on vient d'évoquer. Et en disant, ben moi je suis entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça me suffit, je ne vais pas vers la labellisation. Après, on verra quels sont les avantages de chaque choix et de chaque position. C'est d'ailleurs ça qu'on va aborder maintenant. Parce que quand on est déjà entreprise de l'économie sociale et solidaire, hein, qu'on a montré qu'on voulait privilégier l'utilité sociale au profit, qu'on est sur la gouvernance démocratique pour développer l'emploi et la cohésion sociale, on a déjà le droit à un certain nombre de dispositifs. Il y a des financements spécifiques qui sont réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, des avances remboursables, des garanties, des dispositifs de soutien des collectivités locales, et on a des offres de services de la part de banques qui financent plus particulièrement les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc déjà, être entreprise ESS, ça ouvre déjà des perspectives de financement, de développement aussi, hein, puisqu'on verra, on verra à la fin du webinaire pourquoi, mais aussi des parties de financement, puisqu'il y a il y a du fléché. Hein. Voilà, donc première étape, entreprise de l'économie sociale et solidaire, et ensuite, derrière, ben, je peux faire plus, je peux faire mieux, je peux demander cet agrément et avoir le petit tampon avec la jolie Marianne, et à ce moment-là, ça a été prévu donc, par la loi du 31 juillet 2014, cette fameuse loi ESS, où l'agrément entreprise, l'agrément ESS est devenu agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qu'on connaît mieux sous son acronyme ESUS. Hein. Et donc c'est en vigueur depuis le 1er juillet 2015 et c'est ouvert aux sociétés commerciales et ça dépasse évidemment le champ historique de l'économie sociale et solidaire puisque aujourd'hui si n'importe quelle société peut faire la démarche, peut dire bah, dans un premier temps je me transforme et j'adhère au principe de l'économie sociale et solidaire et dans un deuxième temps ou de façon simultanée, j'engage la demande d'agrément ESUS. Mais ça veut dire respecter des contraintes supplémentaires, c'est-à-dire qu'il faut cocher un peu plus de cases. Alors, quand vous êtes agréé ESUS, donc en plus d'avoir droit évidemment aux dispositifs spécifiques des entreprises ESS qu'on vient d'évoquer, vous avez accès à l'épargne salariale solidaire, vous avez accès au DLA, dispositifs locaux d'accompagnement. Donc ça, c'est de l'argent public, parce que c'est un dispositif financé par la Caisse des dépôts et l'Europe, qui permet à toutes les entreprises, du moment qu'elles sont employeuses, de faire appel à des cabinets spécialisés, avocats, marketing, RH, pour traiter des problématiques qu'elles ont sans bourse dédiée. Hein. Donc, c'est gratuit pour les structures. Et, voilà. Mais si vous n'avez pas l'agrément ESUS en tant que structure commerciale, vous ne pouvez pas avoir cet argent public gratuit pour vous accompagner dans vos projets d'évolution, dans votre structuration interne, dans vos problématiques. Dans vos autres problématiques. Et on a aussi des avantages fiscaux pour les investisseurs, mais on y reviendra, on va y revenir un peu plus tard dans la suite du webinaire. Parce que ces financements solidaires, on les retrouve chez des acteurs qu'on connaît bien, hein, BPI France, France Active, Banque des Territoires. En fait, ils sont liés, hein, puisque la Banque des Territoires, puisque BPI France est une filiale de la Banque des Territoires et que la Banque des Territoires finance aussi France Active. Donc, tout en haut, la Banque des Territoires, c'est laquelle le dépôt des consignations. Hein, donc voilà, mais il y a des lignes de crédit qui sont dédiées. Par exemple, pour les fonds d'assurance vie, pour les contrats vie génération, quand vous êtes entreprise de l'ESS, vous pouvez être éligible à ces financements. Donc, quand on souscrit une assurance vie en général, monosupport, on a le choix de souscrire à des unités de compte qui peuvent être des parts de société,
des parts d'entreprise. Et donc, si vous avez un contrat d'assurance vie qui est structuré avec des parts d'entreprise et ESUS, du coup, en tant que souscripteur, bah, vous allez avoir un avantage fiscal puisque enfin, votre contrat d'assurance vie, le plafond de transmission sans taxation va être élevé de 20% par exemple. Au-delà de, bon, ça c'est le mécanisme de l'assurance vie, mais il y en a d'autres. C'est aussi une reconnaissance institutionnelle, hein, puisque vous avez vu le logo, il est bleu, blanc, rouge avec la Marianne, donc c'est aussi une façon de dire, bah, nous, on est, voilà, on est reconnu par la puissance publique et par les collectivités comme étant un acteur de l'inclusion, enfin de l'utilisation sociale sur notre territoire. Je vous avais parlé tout à l'heure d'offres d'acteurs privés. Donc là, je vous ai mis un exemple, la Caisse solidaire, voilà, où on a des offres de prêts qui sont fléchées plus particulièrement vers les titulaires, vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire et ou titulaires du label ESUS. Je vous en ai mis quelques-uns là, hein, voilà, ça vous donnera des idées, et puis ça vous donnera, parce que je crois que de toute manière, le support vous sera envoyé par Chloé. Donc vous pourrez retrouver tous ces noms-là, et ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin et d'aller voir ce que proposent ces gens, plus spécifiquement pour les entreprises de l'ESS. Voilà. Pour les investisseurs qui flèchent directement. Donc on a à la fois des banquiers qui sont bien connus. La Nef, c'est une banque. Triodos, c'est une banque belge qui est bien connue, mais qui a des difficultés, qui n'a pas le droit d'ouvrir des agences en France pour l'instant. Ceci étant, elle propose des choses intéressantes. Ici, Garrigue, on est plutôt sur des fonds d'investissement. Voilà, pour certains acteurs, vous les connaissez bien. C'est des marques bien connues. Donc l'agrément ESUS, pour bien vous situer la différence entre être entreprise de l'économie sociale et solidaire et label ESUS, c'est que en 2016, il y avait 967 entreprises agréées ESUS. Aujourd'hui, elles doivent être 1700, donc ça double environ tous les 3 ans. Mais la totalité des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est 300 000 environ. Donc c'est deux choses différentes. On peut être entreprise de l'ESS, mais on ne demande pas forcément l'agrément ESUS ou le label ESUS, parce qu'il y a des contraintes complémentaires qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas, auxquelles on ne veut pas répondre. Frédéric, on a une question Oui. sur est-ce qu'une start-up médicale peut avoir l'agrément ESUS? Donc là, c'est plutôt une solution thérapeutique en réalité virtuelle pour des patients et des soignants. Oui, pourquoi? Il n'y a pas d'obstacle majeur à ce qu'elle l'ait, en fait, dès lors qu'elle va pouvoir démontrer une utilité sociale. Donc, on pourra y revenir un petit peu plus tard dans le slide. Pour tous les critères, elle pourra rédiger ses statuts en conséquence. Et là, je vous ai montré, je vous donne quelques exemples pour vous montrer que on peut avoir le label ESUS, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, puisqu'on a des gens qui sont sur de la petite enfance, donc plutôt du social ou du médico-social. On a le BTP, on a la culture. Enfin là, je vous en ai mis. Donc, il y a une start-up dans le domaine médical, elle peut tout à fait, dès lors qu'elle respecte les principes de partage des bénéfices, de l'impartageabilité des réserves, de la gouvernance démocratique et de l'objet social, elle sera entreprise ESS. Et derrière, si elle coche les autres cases, elle pourra tout à fait être label ESUS. En fait, c'est pas lié à l'activité, mais ça va surtout être lié à ce qu'on apporte au public auquel on s'adresse et à ce qu'on lui amène, en tout cas au niveau de l'activité. C'est-à-dire que si ses clients, c'est que Big Pharma, c'est pas certain qu'ils puissent justifier d'une utilité sociale. Voilà, mais après, si c'est le particulier et que c'est une vraie innovation, il n'y a pas de doute qu'il pourra l'obtenir. Donc, Autre question. oui. Excusez-moi, Frédéric. Donc, y a-t-il des audits tierces parties qui vérifient chaque année quand on a l'agrément ESUS comme d'autres labels?
Non. Il y a pas de. C'est-à-dire qu'on est obligé de. Enfin, le label il est délivré pour une durée de 2 ans pour les entreprises de moins de 3 ans et 5 ans pour celles qui existent depuis plus de 3 ans. Potentiellement, vous allez, pour le renouvellement, vous allez devoir fournir votre comptabilité et on va vérifier, puisqu'il y a des critères financiers qui sont pris en compte. Voilà. Mais vous n'êtes pas en milieu d'agrément, il n'y a pas quelqu'un qui passe et qui vient voir si effectivement vous respectez toujours les critères ESUS. Bon, alors est-ce que pour l'instant, c'est pas le cas? Parce que c'est la directe qui délivre l'agrément, mais en même temps, quand vous avez cette, enfin, c'est-à-dire que derrière, vous avez aussi une action qui est visible sur votre territoire, donc de fait, enfin voilà, le microcosme économique, si c'était pas le cas, ça finirait pas par se savoir et voilà. Mais pas, c'est, il- pas comme une ISO où, quand vous avez l'ISO 26000, vous allez être audité régulièrement. On n'est pas dans cette logique-là. Est-ce qu'il y a aussi, pourquoi, alors moi je m'en souvenais plus, mais Paul a demandé pourquoi il y a plutôt des associations dans le label ESUS. Pourquoi il y Je a... crois que vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est pour ça. Eh ben, en fait, historiquement, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, donc c'est d'abord les associations, les fondations, les mutuelles et bon, et les coopératives, c'est un statut mixte, hein, puisque la première couche est une société commerciale. Et l'ouverture aux sociétés commerciales, elle est assez récente. Donc les entreprises, des entreprises qui disent nous on adhère à l'ESS, donc c'est la loi de 2014 qui le cadre, donc ça fait 7 ans, donc forcément ce mouvement est assez récent et en nombre. Et donc ça, c'est la première raison. Et après, il y a aussi les projets qui sont portés où on a naturellement des modèles économiques basés sur la subvention qui n'est pas accessible à une structure commerciale, mais qui peut être accessible qu'au modèle associatif. Et ce qui fait que quand on porte un projet, ce type de projet, la structuration juridique qu'on va choisir, c'est l'association, parce que c'est la seule qui va nous permettre d'avoir ces subventions publiques et de pouvoir se développer et financer le développement. Donc il y a plusieurs raisons. Un, cet historique assez récent, et deux, aussi la nature du projet qui a joué, je pense, historiquement aussi. Et une autre question encore de Marion, n'y a-t-il pas de dérive? De dérive, bah, les plaques, ça dérive toujours, hein, c'est le principe de la tectonique. Ben, il y a toujours, mais c'est comme partout, il y a toujours des bons élèves et des mauvais élèves. Comme tout à l'heure, j'évoquais la Fondation Schuman. Hein. Donc la Fondation Schuman, quand elle parle des gens qui utilisent la RSE pour faire du greenwashing ou du social washing, elle parle de multinationales, elle parle de sociétés du CAC 40, etc., etc. Donc même à ce stade-là, à ce niveau de visibilité, vous avez des mauvais élèves. Hein. Donc il y en a toujours et il y en aura forcément toujours. Mais c'est pas la majorité. Super, merci Frédéric. Voilà, donc dans les autres avantages qu'on peut évoquer, bah, c'est une éligibilité plus grande que les PME classiques aux dispositifs fiscaux, au capital des PME. Hein. C'était quand on investissait dans le capital d'une société en création des startups, puisqu'on a une startup parmi les auditeurs, on pouvait bénéficier de 18% de réduction de crédit d'impôt à l'IR dans une limite, enfin par couple. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est porté à 25%. Donc ça, quand on est entreprise de l'ESS, on y a droit. Enfin, quand on est labellisé ESUS, on peut tout à fait faire bénéficier de cette réduction fiscale pour les gens qui renforceraient le capital social de l'entreprise. Hein. Donc vous faites soit vous êtes en mode projet et puis vous créez votre société. Donc tous les gens qui vont mettre des billes dedans vont pouvoir déduire enfin 10 000, jusqu'à 10 000 euros
par personne bah, le montant de leur investissement, de ce qu'ils auraient à payer en IR, soit au cours d'une augmentation de capital. A priori, selon l'ancienneté de la société, c'est possible aussi. Le fait d'avoir ce label ESUS, on a parlé tout à l'heure de reconnaissance officielle, du coup, par rapport aux acteurs territoriaux publics qui sont dans votre écosystème, vous allez avoir plus de facilité avec les municipalités, avec potentiellement les Comcom, les communautés de communes, le conseil départemental, voire la région pour des mises à disposition de locaux, voilà, donc dans des stratégies de permanence, de création d'antennes, de développement, ça peut être intéressant aussi de pouvoir s'appuyer sur ce type de soutien. Le DLA, on en a parlé. Et vous avez droit au service civique. Là encore, hein, quand vous êtes ESUS, c'est pas négligeable parce que voilà, quand vous êtes en phase de développement, il y a toujours cette notion, est-ce que j'ai besoin, j'augmente ma masse salariale, mais je suis pas encore au point mort. Donc comment je fais j'ai besoin de ces ressources humaines, donc comment je fais pour pas plomber mon compte de résultat, etc. Donc l'apport de service civique, il est là pendant 6 à 8 mois. Il va coûter 100 euros à l'entreprise et en attendant, ça vous permet de vous développer, de porter un projet à un coût qui est quand même intéressant. Donc ça, c'est les avantages du label ESUS. Euh, donc, il y en a quand même et c'est pas négligeable. Et le nombre de services civiques est pas limité. Hein. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5 dans votre entreprise dès lors que c'est accepté. Voilà, on est porté. Moi, je connais des entreprises qui en avaient 10, 11 par année, qui du coup pouvaient rayonner au niveau national. Alors, le bémol, c'est que les gens sont là que 6-8 mois, donc il faut les former. Quand ils sont opérationnels, ils ont terminé leur service civique, donc il faut recommencer. Mais en attendant, la structure, elle n'aurait pas pu avoir son rayonnement national si elle n'avait pas eu les services civiques. Voilà, donc pour conclure sur cette partie, donc il faut bien distinguer donc d'une part ce qui a une reconnaissance d'État parce que c'est cadré par des textes de loi. Donc c'est d'une part les entreprises de l'économie sociale et solidaire où on a un cadrage par la loi du 31 juillet 2014. On vous demande l'utilité sociale, la gouvernance démocratique et on vous impose des règles financières. On a en plus l'agrément ESUS et on retrouve tout ça, on le retrouve dans les articles du Code du travail, hein, c'est les articles 3332, quelque chose comme ça du Code du travail, on retrouve tout ça. Donc ça, c'est gravé dans la loi, on a la reconnaissance de l'État avec des avantages. De l'autre côté, donc ça c'est l'ESS qui fait le chemin vers l'entreprise. De l'autre côté, les entreprises, elles font le chemin vers le social avec cette notion d'entreprise à mission qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis on a des labels privés hein, comme les entreprises Bicorp. Donc c'est un organisme américain, Bilab, qui délivre un label. Bon voilà, il a la reconnaissance. Bah, j'ai pas d'avis là-dessus, mais voilà. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui s'affichent, entreprises Bicorp, comme voilà, c'est un label qui va peut-être se développer et connaître la même notoriété que d'autres labels, donc, comme Max Havelaar dans Commerce équitable ou d'autres encore, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est des initiatives qui viennent de l'entreprise. Et cette entreprise à mission, donc c'est gravé quelque part quand même dans le texte de la loi Pacte, mais c'est tellement flou et c'est tellement peu contraignant et c'est tellement sur une base volontaire que voilà, c'est pas encore au même stade que la loi ESS ou l'agrément ESUS où les choses sont claires. Voilà qui vous aide, voilà ce que vous devez respecter et voilà à quoi vous avez droit. Donc je dirais que l'entreprise à mission c'est quelque chose en devenir. Le label Bicorp ou d'autres labels encore, c'est quelque chose, ce sont des choses en devenir. Alors, je vous ai parlé, cette partie, ça va être ce qui est spécifique au label ESUS. Hein. Donc, on a vu les critères de l'économie sociale et solidaire, et donc pour l'agrément ESUS, il faut cocher encore plus de cases.
Donc ça, cette notion d'utilité sociale à titre d'objectif principal, c'est-à-dire que dans l'ESS, vous pouviez éventuellement vous pouviez adhérer au principe et l'avoir à égalité avec d'autres. Pour être le label ESUS, c'est que votre utilité sociale, c'est l'objectif principal qui figure dans votre statut. Et une autre des conditions, c'est de pouvoir montrer que le fait que vous êtes d'utilité sociale, ça impacte le compte de résultat. On va voir comment après, soit la rentabilité de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir dire, bon, nous, on a fait ce choix-là d'être socialement responsable, on s'engage sur des activités à forte utilité sociale. Le constat, c'est que ça nous coûte beaucoup, c'est-à-dire que le montant de nos charges est beaucoup plus élevé à cause de ça. Donc, si vous êtes capable de prouver ça, donc ça va être un des critères d'appréciation pour être éligible à l'agrément ESUS. Il y a un critère de rémunération, donc il va falloir respecter deux conditions. C'est que la moyenne des sommes versées, y compris les primes aux 5 salariés ou dirigeants les mieux payés, ne va pas devoir excéder 7 fois le plafond, le plafond annuel, 7 fois le SMIC. Et la rémunération versée aux salariés le mieux payé ne doit pas dépasser le plafond annuel de 10 fois le SMIC. Donc là, en gros, on est sur 7 fois le SMIC, on est avec l'augmentation de 2021, on est à 186 000 euros. Donc on est quand même largement au-dessus de la classe moyenne de Monsieur Béraud. Voilà, le plafond est 10 fois le SMIC, on est sur environ 200 000 euros. Dernière condition, les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier. Donc ça c'est important. Et en général, on le met aussi dans les statuts. Alors, le monde est injuste et le label ESUS est injuste parce qu'il y a des gens qui sont agréés de plein droit. Et dès lors qu'ils sont entreprises de l'économie sociale et solidaire, eh bien, ils ont un agrément de plein droit, donc ils sont quand même obligés de faire une demande et de déposer un dossier d'agrément, mais voilà, c'est un dossier allégé et on en donne le label ESUS naturellement. Donc, ce sont essentiellement, donc là, c'est très cadré. La loi a fait une liste des entreprises et des structures qui sont reconnues comme pouvant avoir l'agrément de plein droit. Donc, on va retrouver des associations d'insertion, on va retrouver des organismes qui font de l'aide sociale, de l'hébergement, d'urgence, des gens qui sont souvent cadrés soit par des textes du Code de la santé publique, soit par des textes du Code du travail, comme l'insertion par l'activité économique, ce type de structure. La typologie, c'est environ 15 structures, 15 types de structures qui sont agréées de plein droit ESUS. Et pour les autres, il va falloir remplir des conditions complémentaires. Hein. Je vous ai mis les références des articles où vous retrouverez la liste des structures de plein droit. Et dans ces sociétés et dans ces critères complémentaires, c'est ce qu'on a évoqué. Hein. Vous voyez que quand on n'est pas de plein droit, qu'on soit une asso, une coopérative ou une société commerciale, même s'il y a des points entre ces deux-là, il va falloir cocher toutes les cases. Donc l'impact significatif sur le résultat, c'est de montrer qu'au moins 66% des charges d'exploitation sont liées à l'activité d'utilité sociale, ou alors que la rentabilité financière de l'entreprise, qu'on calcule selon la formule que je vous ai mis plus bas, c'est la somme des dividendes et la rémunération des concours financiers non bancaires sur la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires. Donc là, je vous invite à prendre vos bilans et à éplucher vos bilans détaillés. Vous retrouverez ces notions-là dans les bilans détaillés de vos cabinets d'expertise comptable. Et donc là, il y a des taux qui ont été fixés. Donc on va prendre le taux moyen de rendement des obligations des coopératives.
qui va évoluer chaque année. Il est donné, on va rajouter 5%. Voilà, ça c'est la rentabilité financière. Il faut montrer que vous n'êtes pas au-dessus de cette rentabilité financière. Sinon, on va considérer que vous êtes trop lucratif et que voilà et du coup vous n'allez pas répondre aux critères. Donc évidemment, ça suppose d'avoir des comptes pour pouvoir faire les calculs. Donc sur ces critères ESUS, hein, en synthèse, d'abord appartenance à l'ESS. Pour tout le monde, qu'on soit de droit ou de pas droit, les titres du capital de l'entreprise quand il y a une entreprise ne peuvent pas être admis sur les marchés. Donc ça c'est le seul point d'égalité entre celles qui sont de droit et celles qui ne sont pas. Pour les structures conventionnées d'IAE, du handicap, du centre d'hébergement, etc., etc., elles sont agréées ESUS de droit. Et pour les autres, il va falloir répondre à ces 3 critères supplémentaires, démontrer qu'on est à titre principal, qu'on poursuit à titre principal une utilité sociale, présenter un peu les comptes pour montrer que ça coûte des sous et encadrer les rémunérations et les salaires, hein, donc à la fois des salariés mais aussi des dirigeants. Voilà. Du coup, vous n'avez pas de questions, Chloé? Non, j'en ai pas. Donc n'hésitez pas à nous en poser soit dans l'onglet Converser, soit dans Q&R, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses techniques, mais c'était très clair. Merci, merci Frédéric. Je vous interromps dès qu'il y en a. Pas de souci. Moi, je voulais faire une pause, mais voilà. Je vais continuer. Alors maintenant, donc on a vu premier étage de la fusée, deuxième étage de la fusée, le label. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Voilà, donc c'est essentiellement une fois qu'on pense qu'on coche toutes les cases et qu'on remplit tous les critères, on va remplir un dossier. Selon la situation dans laquelle on est, c'est pas le même dossier, il est plus ou moins léger et il y a plus ou moins de pièces à fournir. Et donc, le schéma de réflexion, c'est est-ce que j'appartiens à une catégorie de plein droit? Donc, elles sont gravées dans la loi. Donc, du coup, il n'y a pas de confusion possible pour vous, porteur de projet ou entreprise en activité. Vous regardez si vous êtes dans ce cadre-là. Si vous l'êtes pas, vous êtes dans le chemin de décision non. Et si vous êtes une association, une mutuelle, une fondation, c'est le dossier B1. Si vous êtes une société commerciale, ça va être le dossier le dossier B2. Mais en même temps, pour revenir sur la question de la start-up, ça ouvre le champ à n'importe quelle société commerciale, hein, puisque le chemin non société commerciale B2, voilà, donc ça ouvre le champ, quelle que soit l'activité, quelle que soit euh, l'origine du projet. Voilà, donc c'est un dossier, on en remplit, nous, sollicité parfois pour accompagner les structures là-dessus. Donc, ça va mettre un jour et demi à 2 jours hein, pour le remplir, hein, pour être pratico-pratique. Si vous avez tous les éléments, toutes les pièces, donc si potentiellement vous avez fait vos AG pour modifier vos statuts, parce qu'il va falloir de toute façon fournir une copie des statuts, voilà. Donc, bon, ça va mettre une journée et demie pour remplir ce dossier-là. Et puis après, vous allez l'envoyer en recommandé à la préfecture de dont vous dépendez avec un certain nombre de pièces. 2 mois maximum. Ils répondent assez vite, hein. L'absence de réponse vaut acceptation, mais en fait, ils répondent assez vite. On a fait un dossier là, avant Noël pour un de nos clients. 15 jours après, il avait la réponse. Ils l'ont obtenu et c'est des gens qui, donc à la base, c'était une SARL qui venait pas de lutter. Enfin, c'est que la base du projet, c'était une activité commerciale qui finalement a évolué vers l'utilité sociale. Donc, c'est l'exemple type du fait que c'est ouvert vraiment à toutes les entreprises. Frédéric, on a une question. Alors, enfin, on a deux questions. Si on envisage d'appartenir à une CAE, une coopérative d'activité d'emploi, on est par essence dans une ESS, n'est-ce pas? Oui, Et oui, je vous mais en prie. c'est plutôt la CAE qui sera labellisée que le membre de la CAE.
Et du coup, justement, si le projet prend de l'ampleur et qu'il veut quitter la CE pour créer une entreprise, est-ce qu'il peut faire une demande ESUS derrière? Bah, oui, 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 il pourra faire tout à fait une demande ESUS, hein. Donc après, derrière, il va créer sa structure. Comme il a déjà l'idée au stade du projet, il va rédiger des statuts qui prévoient déjà toutes les mentions. Et puis voilà, normalement, il l'ouvre aux sociétés en création, hein. Voilà, ouais, ils l'auront de façon provisoire. Mais si ça coche toutes les cases, on peut l'avoir au démarrage d'une activité, même si on ne peut pas fournir les bilans. À ce moment-là, on fournit les prévisionnels pour 3 ans. Et normalement, ça passe avec les comptes de résultats prévisionnels. Donc, il pourra faire sa demande. Oui, super, merci Frédéric, parce que nous, on Voilà. avait l'information, mais il y a longtemps, hein, on pouvait pas après un an, mais apparemment, ça a changé, donc c'est chouette. Euh, pas, là, après, ça dépend aussi des directs, mais bon, quand on a moins de 3 ans, on n'a de toute façon pas 3 bilans à fournir, voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure de contrôle, hein, donc c'est potentiellement au moment du renouvellement de l'agrément où on va avoir un contrôle, c'est qu'on va devoir justifier du respect des conditions pendant toute la durée de l'agrément. Donc là, on devra fournir des pièces. Ben, par exemple, on parlait tout à l'heure de gouvernance démocratique. Donc, s'il y a une instance qui se réunit, si le CA se réunit, ben, il y a un PV de CA. Donc dans le PV de CA, on pourra montrer que ben, il y a des usagers qui ont donné leur avis, que le sujet du CA, c'était le respect des critères ESS, etc. Donc, au bout de 5 ans, on sera au-delà des comptes et des statuts qui n'auront pas évolué, sinon la version modifiée devra être jointe. On pourra justifier avec un certain nombre de pièces qu'on a effectivement respecté les conditions au niveau de la gouvernance, au niveau des autres. Super, merci Frédéric. Voilà. Donc là, on vient de voir la totalité de la démarche, mais le présupposé, c'est que vous avez déjà, en tant que porteur de projet sur l'entreprise, vous avez déjà pris la décision. C'est que vous avez déjà fait, vous avez déjà fait le chemin. Donc, on a vu tout à l'heure que bah, il y a des gens qui font du greenwashing, du social washing, et notre point de vue, c'est que c'est jamais un bon choix. Donc, l'étape liminaire avant de s'engager ou dans l'adhésion à l'économie sociale et solidaire ou à la demande de la Valésus, bah, c'est de se poser des questions et essayer d'aligner cette volonté et le plan de développement, la stratégie de l'entreprise. Là, bah, on vous invite à vous poser un certain nombre de questions. Bah, d'abord, quelles sont vos motivations pour obtenir l'agrément? Est-ce que c'est compatible avec mon projet stratégique? Où est-ce que je me situe par rapport aux exigences de l'agrément, hein, puisque là on est sur la Balisus, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon modèle économique? Est-ce que je vais être capable de le supporter, hein, puisque bah, ça a un coût de faire de l'utilité sociale, et est-ce que je vais pouvoir le supporter? Donc dans les motivations, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Ça peut être des aspects RH, hein. On veut engager ses salariés vers un projet motivant. On veut attirer et retenir des talents. Nous, on a été rejoints il y a quelques années par quelqu'un d'un grand groupe qui travaillait que pour les banques du CAC 40, qui voulait donner un peu de sens à son activité professionnelle. Donc, il est parti d'une multinationale pour rejoindre un cabinet à taille humaine. C'était une des raisons. Aujourd'hui, les jeunes générations, si elles ont deux propositions équivalentes, elles vont aller vers la proposition de l'entreprise qui porte les mêmes valeurs qu'elles et qui, voilà, qui ont un engagement autre que purement financier. Donc, ça peut être une des motivations, hein, d'engager le projet vers cette dimension sociale. Elle peut être financière aussi. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ça reste le nerf de la guerre. Et ça peut être une façon de diversifier les sources de financement, parce qu'on a vu qu'il y a des banques qui flèchent, qu'il y a de l'argent public qui est fléché vers l'ESS, qu'il y a des dispositifs de soutien qui flèchent, qu'il y a l'épargne solidaire potentiellement, que même l'assurance vie ouvre à l'ESS.
Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être intéressant parce qu'on peut se retrouver parfois bloqué, c'est qu'on on a voulu faire évoluer son projet en intégrant cette dimension sociale, et puis notre banquier habituel traditionnel est un peu dérouté, perturbé, il ne comprend pas où on va, il n'adhère pas forcément à cette évolution sociale, et du coup, bah, il bloque, ou le gestionnaire de compte a changé, ou le directeur d'agence a changé, et tout est remis en question. Donc ça peut être aussi une façon de sortir des difficultés. Il peut y avoir aussi un objectif en termes de communication. Parce que l'impact réputationnel sur l'écosystème, bah, c'est comme tous les labels, hein. Souvent, que ce soit ISO 26000, le label du CI ou un autre label, bah, ouais, c'est une forme de reconnaissance, hein. On parlait de développement, ça peut être l'occasion d'entrer sur de nouveaux segments de marché, puisque donc, soit vous avez votre activité, elle a déjà cette utilité sociale, mais soit vous allez ajouter une nouvelle activité qui va porter, qui va devenir le cœur, qui va porter cette utilité sociale, et ça va vous permettre de rentrer sur de nouveaux segments. Ça va être peut-être une diversification, c'est quelque chose que vous faisiez déjà, mais que vous adressez à un autre public. On prend l'exemple de la formation, vous faites de la formation, et puis tout à coup, vous mettez en place des modules euh, sur les savoirs élémentaires à destination des gens exclus de l'emploi depuis longtemps, et des primo-arrivants. Et voilà, donc là, vous avez une unité sociale, c'est toujours votre métier, mais vous allez sur des nouveaux segments, notamment en termes de bénéficiaires. Ça peut être aussi la vision du dirigeant, parce que c'est quelque chose qu'il avait en tête dès le début, mais pour des raisons X ou Y, bah, il y a des priorités, hein, comme tout projet, et puis bah, c'est la contingence, on s'adapte, hein, il faut être agile, comme on dit aujourd'hui. Voilà, le dirigeant doit être agile, doit s'adapter à son environnement. Il y a des choses qu'il veut mais qu'il ne peut pas faire. Mais peut-être que plus tard dans le projet, au bout d'un an, 2 ans, ça redevient d'actualité, et ça va lui permettre bah, d'assumer sa fibre sociale. Donc là, vous avez cité l'exemple d'un client qu'on accompagne dans le cadre d'un DLA, hein, parce que nous, on fait beaucoup de DLA, on a dû en faire plus de 300, qui s'appelle Biocycle, ouais, qui est une entreprise avec un porteur, d'abord un porteur de projet d'un chef d'entreprise qui porte une vision. Donc la question la plus importante, bah, c'est les activités. Est-ce que les activités de mon entreprise ont une utilité sociale, ou sera-t-elle portée par de nouvelles activités? Alors là, j'en profite pour faire un distinguo entre utilité sociale et intérêt général, parce que c'est deux choses différentes, et c'est des choses c'est des notions qu'on mélange. Voilà. Donc l'intérêt général, c'est une notion purement fiscale, et ça concerne pas les entreprises. Une entreprise, elle peut pas être d'intérêt général, parce que là, c'est pas une définition légale ni réglementaire, c'est une notion fiscale. Quand vous êtes reconnu d'intérêt général au sens du fisc, c'est que vous répondez à quatre conditions cumulatives. Vous avez une activité qui rentre dans le champ d'un article du Code des impôts, vous n'avez pas d'activité lucrative prépondérante, or c'est absolument pas le cas d'une entreprise. Gestion des intéressés, c'est pas le cas non plus. Voilà. Donc c'est vraiment une notion réservée au secteur non marchand, et qui est en plus une notion fiscale. Et quand on est d'intérêt général, ça permet d'émettre des reçus fiscaux et de bénéficier de dons et de mécénat. Mais on a tendance à mettre intérêt général pour les entreprises, alors que en fait, il faudrait parler pour l'entreprise de l'utilité sociale de l'entreprise. Et l'utilité sociale, et ça a été rappelé par la loi Pacte, c'est qu'elle satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes. C'est qu'elle apporte à travers l'activité un soutien à des personnes en situation de fragilité, qu'elle contribue à la lutte contre les exclusions et les inégalités, ou qu'elle concourt au développement durable, à la transition énergétique, à la solidarité internationale. Donc, si vous cochez une de ces trois cases, votre activité, elle est d'utilité sociale. Et à ce moment-là, vous êtes, bah, c'est ce qu'il vous faut pour le label ESUS, mais ça peut être une nouvelle activité que vous envisagez de développer, qui sera, elle, dans ce champ-là. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se poser la question, parce qu'après, cette nouvelle activité, peut-être qu'elle
elle peut pas fonctionner avec votre structure. Il faut peut-être la mettre dans un véhicule juridique dédié qui lui portera un agrément ESUS. Donc avant de se lancer, il y a vraiment un travail de réflexion et d'alignement avec le projet stratégique pour éviter des surprises et pour se retrouver avec d'un côté la moitié d'entreprise qui fait du social, qui s'habille en Robin des Bois, et de l'autre côté des gens qui sont orientés que vers la rentabilité commerciale, etc. Donc ça, je caricature volontairement et c'est jamais aussi net que ça, mais c'est pour bien vous faire comprendre pourquoi il faut absolument aligner ce label ESUS avec le projet de développement. Parce que comme Alors, Frédéric, j'avais une remarque, mais peut-être aussi une question. C'est vrai que c'est souvent difficile pour des activités dans les donc, industries créatives, notamment parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs dans un de nos dispositifs dans ce secteur. Est-ce que vous avez des exemples de personnes dans le métier de la mode, du design? J'en vois quelques-uns qui sont inscrits en plus. Peut-être leur parler d'exemples d'utilité sociale. Enfin, moi, par exemple, hein, je pensais à utiliser des fibres, enfin, que ce soit dans l'essence des fibres plus respectueuse de l'environnement, par exemple. Ouais, tout à fait, Mais ça, puisqu'il y a cette notion de transition écologique et de développement durable dans les critères de l'utilité sociale. Donc, ça peut être l'usage de la matière. On peut travailler avec de la matière recyclée. Donc là, on est dans une logique d'économie circulaire. On va contribuer à la réduction des déchets et on va redonner une nouvelle vie, une deuxième vie à un tissu, à une création ancienne. Donc là, on est dans l'utilité sociale. Ça peut être euh, aller vers un bénéficiaire spécifique. On a eu des marques il y a quelques années qui se sont lancées vers les personnes de forte taille, donc elles comblaient un besoin social, puisque ces personnes-là trouvaient pas de quoi s'habiller parce qu'elles avaient une corpulence qui n'était pas dans la norme et dans la moyenne. Donc il y a plusieurs façons, en étant dans la mode et dans la création, d'aller vers l'utilité sociale, soit via un bénéficiaire particulier, soit via. On a vu pas mal d'exemples de solidarité, des gens, pour citer d'autres exemples qui sont dans la même logique, des gens qui coiffaient gratuitement les chômeurs. Enfin, bon, voilà quoi. Donc il y a plein de façons de faire, d'ajouter à son arc la corde sociale tout en ayant une activité qui à la base peut être perçue comme étant différente. oui, il y avait une remarque aussi que ce soit dans le gratuit ou pas, c'est-à-dire d'avoir une action en fait en faveur de Bon, politiques. avoir une action, dire que de toute façon, on parle bien de société commerciale avec un label ESUS, donc ça veut dire une structure de charge, des salaires à payer, et donc en face, il faut des ressources, hein, donc il faut du chiffre d'affaires. Voilà, on vend, hein, donc il n'y a pas de critères limitatifs sur cette notion de chiffre d'affaires. Ce qu'on vous dit, c'est l'argent que vous gagnez, vous le gardez pour le projet, pour le développement, et puis, enfin, vous ne payez pas des salaires exorbitants ou à vos salariés ou à vos dirigeants. C'est tout ce qu'on vous dit. Mais par contre, sur la notion de prix, voilà. Donc après, il y a évidemment les logiques de marché. Si vous êtes si vos bénéficiaires sont des gens qui sont à faible revenu, c'est pas des CSPP+. Donc évidemment que la variable prix, elle va être cruciale. Mais derrière, vous aurez un coût de production en rapport. Voilà, vous êtes vraiment dans une logique entrepreneuriale. Faire du social, ça ne veut pas dire oublier la logique de l'entrepreneur, hein, qui a un certain nombre d'obligations. Il faut payer ses charges. Alors, on a aussi une autre question parce que du coup, j'ai parlé de l'industrie créative, ça a donné aussi l'envie d'avoir un petit peu d'informations. Est-ce que vous avez des exemples sur la gastronomie, justement? Oui, sur la gastronomie, ben nous on a accompagné des food trucks ethniques. Voilà, donc des gens qui faisaient de la cuisine africaine avec des food trucks. Ça, c'est un exemple typique d'entreprise qui a obtenu. Voilà. Ils étaient de droit, en fait, ils avaient choisi un modèle d'insertion par l'activité économique. Et quand on fait de l'insertion par l'activité économique et quand on est une entreprise d'insertion, donc on est une entreprise parce qu'on est fiscalisé, etc. Donc, de fait, on est société commerciale, soit une SARL, soit une SAS. Et donc, en plus, on a d'une part un agrément entreprise d'insertion
Et de fait, mais il faut en faire la demande, on est labellisé ESUS également. Pardon, Michael nous donnait des exemples de ce qu'il faisait. Donc, cuisine végétarienne, bah, moi je pense au développement durable, produits locaux, ateliers de cuisine avec enfants. Donc là, ça peut être aussi l'intergénérationnel. Enfin, Tout à voilà, fait. je vous laisse, pardon, Non, non, mais interagir. c'est bien. C'est Et parfait. approche zéro déchet, donc pareil, ça peut bien fonctionner. Alors, juste, il y a Ingrid qui redemande, juste pour être sûr, quand on est entreprise individuelle, on ne peut pas faire partie de l'ESUS, hein. Non, il faut être en société commerciale. Ça Voilà, marche. mais elle peut créer une URL à un Ah, euro. non, c'est pas ça, pardon. Quand on est entreprise d'insertion, parce que si elle a eu un souci de son. Ah oui, oui, si, si, on est de droit, de fait, on fait partie des structures qui sont de fait comme reconnues comme appartenant à l'économie sociale et solidaire et comme labellisées ESUS. Mais il faut quand même faire la demande. Il faut vous déposer un dossier très léger et vous dites voilà, je suis entreprise d'insertion, vous donnez les photocopies. Comme de toute façon, c'est le même en tout cas c'est le même organe public, c'est la Direct qui vous donne et l'agrément insertion et le label ESUS, donc ils savent bien que vous êtes entreprise d'insertion. Non, non, eux, c'est les favorisés, c'est ils ont une présomption de mission sociale, ce qu'on comprend bien, puisque leur public sont des gens très éloignés de l'emploi. Super, merci. Voilà. Et donc la dernière, puisque et là on va faire le lien avec ce qui avait été évoqué tout au début du webinaire, c'est-à-dire que toute entreprise a une mission de fait, et donc c'est clair, même si elle n'est pas formalisée et qu'on n'a pas rédigé une raison d'être, qu'on ajoute dans les statuts, il y a une mission de fait. Elle découle de l'intention du ou des fondateurs, de l'environnement, de l'écosystème dans lequel il s'insère avec son projet, de son histoire personnelle aussi. Et cette mission, elle va traduire des modèles individuels et collectifs si l'entreprise s'est développée et que voilà, qu'il y a des équipes qui font évoluer, qui participent à la définition du projet. C'est des modèles structurants et qui vont constituer l'identité profonde de cette entreprise. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est la mission de fait de l'entreprise? Donc, c'est quoi aujourd'hui, moi, entreprise, c'est quoi ma mission de fait? Parce que quand on est entrepreneur, on a les mains dans le guidon. Au bout de 2 ans, on peut oublier parfois ce qui a motivé la création ou les envies qu'on avait. Donc, c'est le moment de se reposer les questions. C'est au fait, c'est quoi? C'est d'où on vient? Qu'est-ce qu'on voulait au début? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? Et après, donc par rapport à cette mission de fait, soit elle est compatible avec cette notion d'utilité sociale, soit si on a vraiment, si on se dit bon ben ok, moi je veux jouer mon rôle, en tant que TPE-PME, je veux participer comme les autres entreprises de taille plus importante à cette responsabilité sociale. Donc qu'est-ce que je pourrais développer comme nouvelle activité qui serait d'utilité sociale, qui n'est pas dans ce que je fais aujourd'hui, mais qui est complémentaire, ben, ça peut être totalement différent, mais après, il faudra se poser la question de la structuration juridique, est-ce que c'est portable par la même structure? Donc, une fois qu'on a fait ce chemin de réflexion, on va rentrer un peu plus dans des aspects business plan, adhésion des équipes, impact, etc., etc. Et on met tout ça dans l'entonnoir. Et au bout de l'entonnoir, normalement, il sort la mission d'utilité sociale ou pas. La pertinence d'aller plus avant vers le projet entreprise de l'économie sociale et solidaire, entreprise ESUS, c'est vraiment, voilà. Mais ça, c'est vraiment l'étape liminaire. Tout ce qu'on a vu avant, c'est après cette étape-là. Si vous commencez pas par aligner ce que vous êtes avec là où vous voulez aller, si vous avez décidé d'aller vers l'impact social, il y a de grandes chances que ça fonctionne pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet. Donc là, il y a un petit mail si vous avez besoin de poser des questions complémentaires. Voilà, vous pouvez nous joindre sur ce mail-là.
on répond, voilà, enfin, si ça prend 2 minutes. Si vous avez besoin de nous plus, bah, après on rentrera dans une autre relation, mais enfin, des questions sur le webinaire, on répondra avec plaisir. Je vais vous passer la parole, Chloé. Oui, alors il y avait juste une question. Alors oui, Marion pourra bien avoir vous pourrez bien avoir les slides du coup Frédéric et d'accord. Donc je vais pouvoir vous les envoyer à la fin, moi ou quelqu'un à BGE vous les enverra. On avait une question et je pense qu'on va pouvoir clôturer. Est-ce que la lutte pour la diminution des risques psychosociaux à travers la formation et l'innovation managériale peut être identifiée à une utilité sociale? Ah oui, ça me paraît, ben, déjà dans risques psychosociaux, il y a comme, il y a- enfin, déjà ça rentre bien en résonance. Donc là, on a clairement une utilité sociale, hein. Ça suffira pas, mais c'est déjà la fondation sur laquelle on peut construire le projet de l'adrénaline. Super. Eh bien, merci à toutes et à tous. Surtout merci à vous, Frédéric, pour cette intervention très riche, très intéressante et très interactive. Du coup, merci aussi à vous qui avez participé à ce webinaire, d'avoir posé autant de questions. Effectivement, voilà, ça reste technique et même si c'est vivant par l'animation de Frédéric, mais ça reste technique, donc c'est très intéressant que vous puissiez interagir avec nous. Donc, merci encore. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Frédéric. Ben, merci à tous. J'étais très content de participer à ce webinaire et j'espère qu'on aura donné l'envie à quelques-uns d'entre vous, porteurs de projets ou entrepreneurs déjà en action, d'ajouter cette fibre sociale à vos activités et de vous engager vous aussi dans cette transformation sociétale qui est si nécessaire. Eh ben, exactement. Et ben oui, nous aussi on espère. On vous retrouve bientôt pour de nouveaux webinaires du BGE Club et encore merci pour vos retours, hein. On les lit avec intérêt. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter pour les nouveaux et du coup à contacter aussi Alterytic dans l'email que vous recevrez. Je vous le rejoindrai. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.